Imaginez un monde où chaque pensée que vous croyez être la vôtre a peut-être été légèrement orientée, pas forcée, pas imposée, mais doucement guidée comme un courant invisible qui déplace un bateau sans que le capitaine ne s'en rende compte. Un monde où vous ouvrez votre téléphone chaque matin, en pensant choisir librement ce que vous allez lire, regarder ou croire. Alors qu'en réalité, un système silencieux a déjà décidé quelles informations apparaîtront en premier, lesquelles seront mises en avant, et lesquelles disparaîtront dans les profondeurs numériques que personne ne visite jamais. Et ce système n'a pas de visage, pas de voix, pas de drapeau. Il n'a pas besoin de censure brutale comme dans les régimes autoritaires du passé. Il fonctionne avec quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace. L'algorithme, et lorsque vous utilisez YouTube, lorsque vous scrollez sur TikTok, lorsque vous consultez votre fil d'actualité sur Facebook, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est. Vous voyez une version personnalisée du monde construite spécialement pour vous, basée sur vos clics précédents, vos likes, vos partages, vos pauses d'une seconde sur une vidéo, vos réactions émotionnelles, vos habitudes nocturnes, vos intérêts cachés, et plus vous interagissez, plus le système apprend, plus il affine votre profil, plus il devient précis, jusqu'à ce qu'il sache parfois mieux que vous ce qui captera votre attention, car aujourd'hui le pouvoir ne réside plus seulement dans la possession des terres ou des armées, il réside dans la possession de l'attention humaine. Et l'attention est devenue la ressource la plus précieuse du XXIe siècle, plus précieuse que le pétrole, plus précieuse que l'or. Car celui qui contrôle l'attention contrôle le récit, et celui qui contrôle le récit contrôle la perception, et celui qui contrôle la perception peut influencer la réalité elle-même. Et ce mécanisme n'est pas né par hasard, il est le résultat d'un modèle économique précis, un modèle où l'engagement génère des revenus publicitaires, où la colère, la peur et la controverse capturent davantage de clics que la nuance et la complexité, où les contenus extrêmes se propagent plus vite que les analyses calmes. Parce que le cerveau humain est programmé pour réagir plus fortement aux menaces qu'aux statistiques, et dans ce contexte, l'algorithme n'a pas besoin de distinguer le vrai du faux, il n'a qu'un seul objectif, maximiser le temps que vous passez devant l'écran, car plus vous restez, plus vous consommez, plus vous êtes monétisé, et ce système crée progressivement ce que l'on appelle des bulles informationnelles, des environnements numériques où vous êtes entouré majoritairement d'opinions similaires aux vôtres, renforçant vos croyances existantes, amplifiant vos convictions, réduisant votre exposition aux perspectives opposées, et lorsque vous tombez finalement sur une idée différente, elle semble choquante, irrationnelle ou même menaçante, non pas parce qu'elle l'est nécessairement, mais parce que vous n'y êtes plus habitué. Et cette polarisation croissante n'est pas simplement un accident social, elle est une conséquence logique d'un système optimisé pour l'engagement émotionnel. Et l'histoire nous montre que le contrôle de l'information a toujours été une arme puissante, qu'il s'agisse de la propagande orchestrée par Joseph Goebbels en Allemagne, où la répétition méthodique transformait les mensonges en vérité perçue, ou des campagnes modernes, où les données personnelles deviennent des outils de persuasion ciblés, comme l'a révélé le scandale de Cambridge Analytica, montrant comment des millions de profils issus de Facebook ont été analysés pour adapter des messages politiques spécifiques à des segments précis de la population, non pas pour convaincre tout le monde, mais pour influencer stratégiquement ceux qui pouvaient faire basculer un résultat électoral. Et cet micro-ciblage marque une transformation profonde dans la manière dont les sociétés sont influencées, car il ne s'agit plus d'un message unique diffusé à tous, mais d'une multitude de réalités personnalisées distribuées individuellement, créant ainsi des perceptions fragmentées du monde où deux personnes vivant dans la même ville peuvent croire à des versions totalement différentes d'un même événement, et au-delà de la manipulation politique directe. Il existe une stratégie encore plus subtile, la surcharge informationnelle, une avalanche constante de nouvelles, d'alertes, de scandales, de crises et de débats qui submergent l'esprit humain, rendant difficile la distinction entre l'essentiel et le trivial, créant une fatigue cognitive qui pousse à accepter les titres simplifiés plutôt que les analyses approfondies, et dans ce bruit constant, la vérité n'est pas nécessairement supprimée, elle est diluée, noyée, perdue dans un océan de contenu où l'attention est fragmentée en secondes, et pendant que nous débattons des sujets mis en avant, d'autres thèmes plus structurants peuvent rester en arrière-plan, invisibles non pas parce qu'ils sont interdits, mais parce qu'ils ne sont pas promus. Et cette différence est fondamentale, car le contrôle moderne de l'information ne repose plus principalement sur la censure, mais sur la hiérarchisation, sur le choix stratégique de ce qui apparaît en premier, et de ce qui est relégué à la périphérie. Et cette hiérarchisation est déterminée par des systèmes automatisés alimentés par des données massives, des données collectées à travers chaque interaction numérique, chaque recherche, chaque localisation, chaque achat, chaque message, formant une cartographie comportementale extrêmement détaillée,
Et plus cette cartographie est précise, plus les prédictions deviennent fiables, plus les recommandations deviennent personnalisées, et plus l'influence potentielle augmente, car lorsqu'un message correspond parfaitement à vos préoccupations, à vos peurs ou à vos désirs, il pénètre plus facilement votre esprit critique. Et dans ce contexte, la liberté d'information devient un concept plus complexe qu'il n'y paraît, car avoir accès à tout ne signifie pas voir tout, et voir beaucoup ne signifie pas comprendre profondément. Et comprendre partiellement peut parfois être plus dangereux que ne rien comprendre du tout, car cela crée l'illusion de la maîtrise, l'illusion d'être informé, l'illusion d'être autonome, alors que derrière l'écran, des systèmes invisibles optimisent continuellement la manière dont le monde vous est présenté. Et la question centrale n'est donc pas seulement de savoir si une information est vraie ou fausse, mais de comprendre pourquoi elle vous est montrée à ce moment précis, pourquoi elle apparaît en haut de votre fil plutôt qu'en bas, pourquoi elle est accompagnée d'autres contenus similaires renforçant son impact émotionnel. Et tant que nous ne remettons pas en question cette architecture invisible, nous risquons de confondre personnalisation et neutralité, recommandation et réalité, engagement et vérité. Et peut-être que le véritable pouvoir aujourd'hui ne réside pas dans la création de mensonges massifs, mais dans la capacité à orienter subtilement des milliards de regards vers certaines directions plutôt que d'autres, car en fin de compte, ce que nous voyons façonne ce que nous pensons, ce que nous pensons influence ce que nous ressentons, et ce que nous ressentons détermine ce que nous faisons, et dans un monde où l'attention est monétisée, où les données sont collectées en permanence, et où les algorithmes évoluent plus vite que les régulations, la frontière entre information et influence devient de plus en plus floue, nous laissant face à une question troublante. Sommes-nous réellement les auteurs de nos opinions, ou sommes-nous les produits d'un système qui a appris à anticiper nos réactions avant même que nous en soyons conscients? Si dans la première partie nous avons parlé de ce que vous voyez, il est maintenant temps de parler de ce que vous ne voyez pas, car derrière chaque écran lumineux se cache un système silencieux qui ne se contente pas de vous montrer du contenu, mais qui observe, enregistre et analyse chacun de vos gestes numériques, chaque clic, chaque recherche, chaque pause d'une fraction de seconde sur une image, chaque vidéo regardée jusqu'à la fin ou arrêtée après 3 secondes, chaque mot tapé puis effacé avant d'être envoyé, car même ce que vous n'envoyez pas peut être interprété, et cette accumulation constante de données ne ressemble plus à une simple collecte technique destinée à améliorer votre expérience utilisateur. Elle constitue une cartographie comportementale d'une précision presque inquiétante, un double numérique de vous-même, construit à partir de milliards de signaux invisibles, un profil dynamique capable de prédire non seulement ce que vous aimez, mais ce que vous pourriez aimer demain, ce que vous pourriez craindre la semaine prochaine, et peut-être même pour qui vous pourriez voter dans quelques mois. Et ce phénomène porte un nom que certains chercheurs appellent le capitalisme de surveillance, un modèle économique où l'expérience humaine devient matière première gratuite, transformée en données prédictives, vendues à des annonceurs, à des entreprises, parfois à des acteurs politiques, et dans ce modèle, vous n'êtes pas exactement le client, vous êtes le produit, car ce qui est réellement monétisé, ce n'est pas l'application que vous utilisez, mais votre comportement, votre attention, votre futur probable. Et lorsque vous utilisez des services proposés par des géants comme Google, Meta ou Amazon, vous interagissez avec des infrastructures capables de traiter des quantités massives d'informations en temps réel, des infrastructures qui apprennent continuellement, qui ajustent leurs recommandations, qui testent différentes versions d'un même contenu pour voir laquelle provoque la réaction la plus forte, et ces tests ne sont pas théoriques, ils sont déployés à grande échelle, sur des millions de personnes simultanément, transformant la plateforme en un laboratoire comportemental mondial, où chaque utilisateur devient, sans en avoir pleinement conscience, un participant à une expérience permanente, et contrairement aux expériences scientifiques classiques, il n'y a pas toujours de consentement explicite. Il y a simplement des conditions d'utilisation longues et complexes que presque personne ne lit réellement, et dans cette architecture numérique, la frontière entre amélioration du service et manipulation comportementale devient extrêmement fine, car lorsqu'un système sait que vous êtes plus vulnérable tard le soir, plus réceptif à certains messages lorsque vous êtes fatigué, plus sensible à certains mots lorsque vous traversez une période difficile, il peut ajuster ce qui vous est présenté de manière subtile mais stratégique. Et cette capacité prédictive repose sur l'intelligence artificielle, des modèles capables d'identifier des corrélations invisibles à l'œil humain, de détecter des schémas dans des océans de données, de segmenter la population en microgroupes extrêmement précis, et c'est exactement ce type de segmentation qui a été au cœur du scandale lié à Cambridge Analytica, où l'exploitation de données issues de Facebook a permis de créer des profils psychographiques, destinés à adapter des messages politiques en fonction de la personnalité supposée des individus, un message pour les anxieux, un autre pour les colériques,
un autre pour les indécis, et cette personnalisation extrême marque une rupture profonde avec les campagnes traditionnelles, car elle fragmente la réalité collective en une mosaïque de perceptions individuelles, rendant le débat public plus difficile, plus polarisé, plus fragmenté, et au-delà de la sphère politique. Cette logique s'étend à la consommation quotidienne, aux suggestions de produits, aux recommandations culturelles, aux publicités ciblées qui apparaissent parfois quelques minutes après que vous ayez évoqué un sujet à voix haute, alimentant l'impression troublante d'être constamment écouté, même si dans de nombreux cas il s'agit davantage d'une combinaison de données croisées et de probabilités sophistiquées que d'une écoute directe, mais l'effet psychologique reste puissant. Il y crée une sensation de surveillance permanente, une conscience diffuse d'être observé, et cette conscience peut elle-même modifier le comportement, car savoir que l'on est potentiellement surveillé influence ce que l'on exprime, ce que l'on recherche, ce que l'on partage, créant un phénomène d'autocensure douce, non imposée par la force, mais induite par la perception, et dans ce contexte, la surveillance ne se manifeste pas nécessairement par des caméras visibles à chaque coin de rue, mais par des lignes de code invisibles intégrées dans les plateformes que nous utilisons volontairement chaque jour. Et cette normalisation progressive de la collecte de données transforme la vie privée en ressource exploitable, en variable d'optimisation, en avantage compétitif. Et pendant que les entreprises affirment améliorer l'expérience utilisateur, la question demeure: à quel moment l'amélioration devient-elle influence? Et à quel moment l'influence devient-elle contrôle? Car lorsqu'un système peut prédire avec un certain degré de précision si vous êtes susceptible de cliquer sur un contenu, d'acheter un produit ou de soutenir une idée, il détient un pouvoir considérable, un pouvoir qui ne repose pas sur la contrainte physique, mais sur la modulation subtile des choix perçus comme libres. Et cette modulation s'intègre dans un environnement saturé d'informations où la rapidité prime sur la réflexion, où les notifications interrompent constamment la concentration, où l'économie de l'attention fragmente la pensée en segments courts et réactifs, réduisant l'espace mental nécessaire à l'analyse critique approfondie, et plus le flux est rapide, plus il devient difficile de distinguer la priorité réelle de la priorité algorithmique, car ce qui apparaît en haut de votre écran semble urgent, important, central, même si cette hiérarchie a été définie par des calculs d'engagement et non par une évaluation objective de l'intérêt public, et progressivement, la perception du monde se synchronise avec les logiques de la plateforme, les débats s'accélèrent, les indignations se succèdent, les tendances émergent et disparaissent en quelques heures, créant une impression constante d'urgence qui laisse peu de place à la distance critique. Et dans ce cycle, la donnée reste le carburant principal, chaque interaction renforçant la capacité prédictive du système, chaque réaction alimentant la prochaine recommandation, formant une boucle auto-renforcée où l'utilisateur et l'algorithme coévoluent, mais pas nécessairement sur un pied d'égalité, car l'algorithme dispose d'une vision globale, d'une capacité d'analyse massive, tandis que l'utilisateur ne voit qu'une interface épurée, simplifiée, conçue pour être intuitive et fluide, masquant la complexité des processus sous-jacents, et ainsi, la surveillance moderne n'est pas spectaculaire. Elle est intégrée, quotidienne, banale, presque confortable. Elle se cache derrière la commodité, derrière la personnalisation, derrière la promesse d'un service gratuit, et tant que les bénéfices semblent immédiats, connexion instantanée, recommandations pertinentes, accès illimité, les coûts invisibles restent abstraits, dispersés, difficiles à percevoir, mais cumulativement puissants, car ils redéfinissent progressivement les rapports entre individus, entreprises et institutions. Et si l'histoire nous a montré que le pouvoir s'exerçait autrefois par la force visible, par la censure explicite ou la surveillance physique, le pouvoir contemporain s'exerce souvent par l'anticipation, par la prédiction, par la capacité à orienter les comportements sans que l'influence ne soit clairement identifiée comme telle, laissant planer une interrogation essentielle. Dans un monde où nos actions numériques alimentent en permanence des systèmes capables d'apprendre et d'anticiper, sommes-nous encore simplement des utilisateurs? Ou sommes-nous devenus les données vivantes d'une architecture informationnelle qui façonne silencieusement nos choix futurs? Si la surveillance collecte vos données et si les algorithmes organisent ce que vous voyez, alors la prochaine étape est inévitable. Influencer ce que vous ressentez, car le véritable champ de bataille moderne n'est plus seulement géographique, ni même économique, il est psychologique. Il se situe dans l'esprit humain, dans les émotions, dans les réactions instantanées et dans un monde hyperconnecté. Déclencher une émotion à grande échelle peut avoir plus d'impact qu'une armée, car une population en colère agit différemment d'une population calme. Une population effrayée accepte plus facilement des décisions radicales, et une population divisée devient plus facile à diriger. Et c'est ici que la manipulation émotionnelle entre en jeu, non pas sous la forme d'un ordre direct,
mais sous la forme d'un flux constant de contenu soigneusement amplifié, sélectionné et hiérarchisé pour provoquer des réactions spécifiques. Car les plateformes savent que les émotions fortes génèrent plus d'engagement, plus de partage, plus de commentaires, et donc plus de revenus. Et cette logique transforme progressivement l'espace numérique en un environnement où l'indignation devient virale plus rapidement que la nuance, où les titres sensationnels dominent les analyses détaillées, où la simplification extrême remplace la complexité, et dans ce contexte, la vérité n'est pas nécessairement inventée, elle est souvent fragmentée, sortie de son contexte, amplifiée partiellement jusqu'à provoquer une réaction disproportionnée, et lorsque des millions de personnes réagissent simultanément à un même stimulus émotionnel, cela crée une onde collective, une dynamique de foule numérique capable d'influencer des décisions réelles, des carrières, des élections, des politiques publiques. Car l'opinion publique moderne se forme désormais à une vitesse inédite, accélérée par les tendances, les hashtags et les cycles d'indignation qui se succèdent sans pause, et cette accélération réduit l'espace de réflexion, car plus la réaction est immédiate, moins elle est analysée, et moins elle est analysée, plus elle est impulsive, et les systèmes algorithmiques favorisent précisément cette impulsivité, car elle maintient l'utilisateur engagé, actif, connecté, et ainsi se met en place une forme de guerre psychologique diffuse, non déclarée où différents acteurs, États, groupes organisés, entreprises, individus influents, peuvent exploiter les mécanismes de viralité pour orienter les perceptions, amplifier certaines narratives, créer des divisions artificielles, ou renforcer des fractures existantes. Et l'histoire récente a montré comment des campagnes de désinformation coordonnées peuvent exploiter les failles émotionnelles d'une société, en injectant des contenus polarisants, en utilisant des comptes automatisés, en créant l'illusion d'un soutien massif pour certaines idées, car dans l'espace numérique, la perception de popularité influence la crédibilité. Et si un message semble soutenu par des milliers de voix, il paraît plus légitime, même si ces voix sont artificiellement amplifiées, et cette dynamique repose sur un principe psychologique ancien. L'être humain cherche l'appartenance, il observe le groupe pour ajuster ses opinions, il craint l'exclusion sociale, et dans un environnement numérique, où l'approbation se mesure en likes et en partage visible publiquement, la pression sociale devient quantifiable, mesurable, immédiate. Et cette quantification influence le comportement. Car publier une opinion minoritaire peut entraîner une avalanche de critiques, tandis qu'aligner son discours sur la tendance dominante apporte validation et reconnaissance, et progressivement, l'espace d'expression se modèle autour des réactions attendues, non pas nécessairement autour de convictions profondes, mais autour d'anticipations sociales, et dans ce système, les émotions deviennent des leviers stratégiques, car la colère mobilise, la peur immobilise, ou radicalise, la fierté unit, la honte isole, et celui qui comprend comment déclencher ces émotions à grande échelle détient un outil puissant. Et ce pouvoir n'est pas réservé au gouvernement. Il peut être exploité par n'importe quel acteur maîtrisant les codes de la viralité, car l'infrastructure numérique est globale, accessible, instantanée, et lorsqu'un événement se produit quelque part dans le monde, il peut être interprété, réinterprété, amplifié de multiples manières en quelques minutes, créant des récits concurrents qui s'affrontent pour dominer l'attention collective, et dans cette compétition permanente, la nuance est souvent sacrifiée, car elle nécessite du temps, de l'explication, du contexte, alors que l'émotion brute se propage en un titre, une image, une phrase choc, et cette simplification extrême contribue à la polarisation, car elle transforme des sujets complexes en affrontements binaires, pour ou contre, nous ou eux, bien ou mal, réduisant la zone grise où se situe pourtant la majorité des réalités humaines, et plus les individus consomment des contenus alignés avec leurs émotions dominantes, plus ces émotions se renforcent, créant des boucles de rétroaction, où la colère nourrit davantage de contenus colériques, où la peur attire davantage d'alertes anxiogènes, où la méfiance se consolide à travers des récits confirmant cette méfiance. Et dans cette dynamique, la manipulation ne nécessite pas toujours de fausses informations massives, il suffit parfois d'amplifier sélectivement certains éléments véridiques pour orienter l'interprétation globale. Car la manière dont une information est encadrée influence autant que son contenu brut. Et cet encadrement est souvent déterminé par des logiques d'engagement plutôt que par une recherche d'équilibre. Et pendant que les utilisateurs débattent intensément d'un sujet mis en avant, d'autres questions structurantes peuvent rester en périphérie de l'attention collective, invisibles non par censure directe, invisibles, mais par absence d'amplification, et ainsi, la guerre psychologique moderne ne consiste pas seulement à convaincre, mais à orienter l'attention émotionnelle d'une société entière vers certaines directions, plutôt que d'autres,
à accélérer certains débats, à en ralentir d'autres, à fragmenter le consensus, à renforcer les identités opposées, et plus la fragmentation est profonde, plus le terrain devient instable, car une société divisée est plus difficile à unir autour de décisions communes. Et dans ce contexte, la question devient troublante. Si nos émotions collectives peuvent être stimulées, amplifiées ou modulées par des architectures numériques optimisées pour l'engagement, dans quelle mesure nos réactions sont-elles encore entièrement spontanées, et dans quelle mesure sont-elles le résultat d'un environnement informationnel conçu pour maximiser l'intensité plutôt que la compréhension? Car au cœur de cette guerre silencieuse se trouve une vérité simple mais puissante. Contrôler l'émotion collective, c'est influencer le mouvement collectif. Et influencer le mouvement collectif, c'est influencer l'histoire elle-même. Si jusqu'à présent le contrôle de l'information semblait abstrait, algorithmique, presque invisible, il devient brutalement concret lorsque ses effets sortent de l'écran pour entrer dans la rue, dans les urnes, dans les lois et dans les décisions qui façonnent la vie quotidienne, car l'espace numérique n'est plus séparé du monde réel, il en est devenu l'extension directe. Et lorsque des millions de personnes sont exposées aux mêmes récits amplifiés, aux mêmes émotions stimulées, aux mêmes priorités hiérarchisées, cela influence non seulement ce qu'elles pensent, mais aussi ce qu'elles font, comment elles votent, comment elles consomment, comment elles protestent ou se taisent. Et dans une démocratie moderne, l'opinion publique est un pilier central, mais si cette opinion est façonnée par des systèmes algorithmiques dont les critères sont principalement économiques plutôt que civiques, alors l'équilibre devient fragile, car la visibilité d'un sujet dépend moins de son importance sociale que de sa capacité à générer de l'engagement. Et ainsi certaines questions complexes, mais essentielles reçoivent peu d'attention, tandis que des controverses spectaculaires dominent les cycles médiatiques pendant des jours, créant une perception déformée des priorités collectives, et cette déformation peut influencer l'agenda politique lui-même, car les dirigeants réagissent souvent aux tendances visibles, aux pressions amplifiées en ligne, aux vagues d'indignation qui semblent représenter la voix dominante, même si cette voix est parfois le produit d'une amplification algorithmique disproportionnée, et dans ce contexte, la frontière entre volonté populaire organique et dynamique numérique optimisée devient floue, car lorsqu'un sujet devient viral, il acquiert une force symbolique qui dépasse parfois sa réalité statistique. Et cette viralité peut être spontanée, mais elle peut aussi être stimulée, encouragée, coordonnée, exploitée par des groupes organisés qui comprennent parfaitement les mécanismes de la plateforme, utilisant des réseaux de comptes synchronisés pour propulser certains mots-clés, pour créer l'impression d'un mouvement massif, pour influencer les tendances visibles publiquement, car dans l'environnement numérique, la perception d'élan collectif peut suffire à déclencher une réaction en chaîne. Et cette réaction en chaîne peut avoir des conséquences tangibles, des manifestations, des boycotts, des changements de réputation, des décisions institutionnelles prises sous pression accélérée. Et ce phénomène transforme la temporalité politique, car les cycles de décision qui prenaient autrefois des semaines ou des mois, se compressent désormais en heures ou en jours, poussés par la vitesse des réseaux sociaux. Et dans cette accélération, la réflexion approfondie devient plus difficile, car répondre lentement peut être perçu comme une faiblesse ou une indifférence, et répondre trop vite peut conduire à des décisions impulsives. Et au-delà de la sphère politique, l'impact se ressent également dans la cohésion sociale. Car lorsque les bulles informationnelles se solidifient, les groupes sociaux se perçoivent mutuellement à travers des récits amplifiés, et souvent caricaturaux, réduisant la complexité des individus à des étiquettes simplifiées, renforçant la méfiance, diminuant l'empathie. Et plus la méfiance grandit, plus le dialogue devient difficile. Car chacun évolue dans un univers informationnel différent, avec ses propres sources, ses propres références, ses propres preuves. Et cette fragmentation affaiblit la capacité d'une société à construire un récit commun minimal, un socle partagé de faits de base à partir duquel un débat constructif peut émerger, et sans ce socle commun, chaque discussion devient un affrontement de réalités parallèles, où convaincre l'autre semble impossible parce que les fondations mêmes de la compréhension diffèrent. Et pendant que cette polarisation s'intensifie, les plateformes continuent d'optimiser l'engagement, car leur modèle économique repose sur l'activité constante, sur les interactions fréquentes, sur la stimulation continue. Et ainsi le système n'est pas nécessairement conçu pour stabiliser le débat, mais pour maintenir l'attention. Et maintenir l'attention signifie souvent maintenir l'intensité émotionnelle, car le calme génère moins de clics que le conflit. Et cette dynamique crée un environnement où la controverse devient presque structurelle, intégrée au fonctionnement même de l'écosystème numérique. Et lorsque cette controverse permanente devient la norme, elle influence également la perception du monde extérieur, donnant l'impression d'une crise constante, d'un chaos permanent, même lorsque la réalité statistique est plus nuancée, car ce que nous voyons le plus fréquemment façonne notre impression globale de la normalité.
Et si notre fil d'actualité est saturé de conflits, de scandales et de tensions, notre perception du monde devient plus sombre, plus anxieuse, plus défensive. Et cette perception influence nos choix individuels et collectifs, de la manière dont nous interagissons avec nos voisins jusqu'à la façon dont nous évaluons les institutions, et dans ce contexte, la question centrale ne concerne plus seulement la liberté d'expression, mais l'architecture de la visibilité, qui décide de ce qui est amplifié et de ce qui reste marginal, qui détermine quelles voix deviennent dominantes et lesquelles restent inaudibles. Et tant que ces décisions sont guidées principalement par des calculs d'engagement automatisés, le débat public reste influencé par des priorités commerciales. Et cela ne signifie pas qu'il existe une main unique orchestrant chaque résultat, mais cela signifie que le système dans son ensemble possède des incitations structurelles qui favorisent l'intensité, la polarisation et la rapidité au détriment de la profondeur. Et lorsque ces incitations façonnent progressivement la culture politique, sociale et médiatique, les conséquences s'accumulent, subtilement mais durablement, transformant non seulement la manière dont nous consommons l'information, mais la manière dont nous percevons la démocratie elle-même, car si la réalité collective est fragmentée en multiples flux personnalisés, la capacité de délibérer ensemble se fragilise, et dans un monde où chaque individu voit une version légèrement différente des événements, construire un consensus devient un défi de plus en plus complexe, nous laissant face à une interrogation essentielle. Dans un environnement où la visibilité est optimisée par des systèmes automatisés globaux, comment préserver un espace public capable de soutenir un dialogue commun, stable et éclairé? Après avoir exploré la surveillance invisible, la manipulation émotionnelle et l'impact réel sur nos sociétés, une question demeure suspendue dans l'air comme une tension silencieuse. Nous condamnés à être façonnés par ces systèmes. Ou existe-t-il encore un espace pour reprendre le contrôle? Car comprendre le mécanisme est déjà un premier acte de résistance. Et dans un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse, la véritable liberté ne réside peut-être plus seulement dans l'accès, mais dans la capacité à ralentir, à observer, à questionner pourquoi un contenu apparaît devant nous à un moment précis, pourquoi il suscite une réaction immédiate, pourquoi il semble confirmer exactement ce que nous pensions déjà. Car les algorithmes prospèrent sur l'automatisme, sur la réaction rapide, sur l'impulsion, et chaque seconde de pause consciente brise légèrement cette dynamique, chaque vérification de source, chaque lecture approfondie, chaque confrontation volontaire à une opinion différente, élargit la bulle invisible qui tente de se refermer autour de nous. Et cela ne signifie pas rejeter la technologie, car les outils numériques ont également permis une démocratisation sans précédent de la parole, l'émergence de voix auparavant marginalisées, la circulation rapide d'informations cruciales. Mais cela signifie reconnaître que ces outils ne sont pas neutres, qu'ils sont façonnés par des modèles économiques précis, par des incitations structurelles orientées vers l'engagement maximal, et que tant que l'engagement émotionnel restera la métrique dominante, le système continuera naturellement à privilégier les contenus les plus polarisants. Et ainsi, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les plateformes, ni uniquement sur les gouvernements, ni uniquement sur les utilisateurs, elle est distribuée à travers tout l'écosystème numérique, car les entreprises technologiques conçoivent les architectures, les institutions tentent de les réguler, et les individus les alimentent par leurs interactions quotidiennes, et dans cet équilibre complexe, la transparence devient essentielle. Comprendre comment les recommandations sont générées, comment les données sont collectées, comment les priorités sont établies, car ce qui reste opaque concentre le pouvoir, et ce qui est compris peut être débattu, ajusté, réformé, et certaines initiatives commencent déjà à questionner ces modèles, à explorer des alternatives, où la qualité de l'information prime sur la quantité d'engagement, où les indicateurs de crédibilité sont renforcés, où les utilisateurs disposent de plus de contrôle sur leurs flux personnalisés, mais ces transformations nécessitent une pression collective, une demande sociale claire pour un environnement informationnel plus équilibré, car les systèmes évoluent en réponse aux incitations, et changer les incitations modifie progressivement les résultats. Et au niveau individuel, reprendre le contrôle signifie cultiver une hygiène informationnelle, limiter l'exposition compulsive aux flux constants, diversifier volontairement ses sources, accepter l'inconfort de perspectives contradictoires, reconnaître nos propres biais cognitifs, car les algorithmes exploitent des vulnérabilités universelles, le biais de confirmation, la recherche de validation, la réaction émotionnelle immédiate, et prendre conscience de ces biais réduit leur pouvoir. Car un esprit conscient de ses propres limites devient plus résilient face aux tentatives d'influence. Et au-delà des stratégies personnelles, la question du futur reste ouverte, car l'intelligence artificielle continue de progresser,
rendant les contenus générés artificiellement de plus en plus réalistes, brouillant davantage la frontière entre authenticité et fabrication, et dans ce paysage émergent, la confiance deviendra une ressource encore plus précieuse. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance construite sur la vérification, sur l'éducation aux médias, sur la capacité critique enseignée dès le plus jeune âge, car une société capable d'analyser ces flux d'informations est moins vulnérable aux manipulations massives. Et peut-être que le véritable enjeu du XXIe siècle n'est pas seulement technologique ou politique, mais cognitif, car il concerne la manière dont nos esprits interagissent avec des systèmes conçus pour capter et orienter notre attention. Et face à cette réalité, il serait facile de sombrer dans le fatalisme, de croire que tout est contrôlé, que toute opinion est manipulée, mais cette vision extrême serait elle-même une simplification dangereuse, car le système n'est pas omnipotent, il fonctionne par probabilité, par tendance, par optimisation, et ces probabilités peuvent être perturbées par des choix conscients répétés à grande échelle, par une culture de questionnement, par une exigence de responsabilité, et au final, le contrôle de l'information ne repose pas sur une force magique invisible, il repose sur l'interaction constante entre technologie et comportement humain. Et si la technologie apprend de nos actions, alors nos actions peuvent également influencer la direction que prendra cette technologie. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas simplement qui décide de ce que vous savez, mais plutôt comment décidez-vous de ce que vous acceptez de croire, car dans un monde saturé de récits concurrents, la liberté la plus précieuse pourrait être la capacité de choisir consciemment, lentement, avec discernement, au lieu de réagir instantanément. Et si chaque individu reprend ne serait-ce qu'une fraction de cette maîtrise, alors l'équilibre du système commence déjà à changer, subtilement, progressivement, mais réellement, car, au cœur de toute architecture algorithmique, il y a encore une variable imprévisible, la conscience humaine.